Bonjour à tous. Bienvenue à cette deuxième table ronde au MEDPI, marketing, retail et technologie. Je suis ravie de vous accueillir tous les trois aujourd'hui. On va commencer donc par les présentations de ce triptyque de rêve. Nous allons parler du parcours du consommateur tous les trois aujourd'hui, enfin tous les quatre avec moi. Alors je vais commencer par Grégory, directeur marketing retail chez Microsoft France. Je pense que je n'ai pas besoin de parler de Microsoft, de présenter Microsoft. Voilà, Grégory, longue carrière chez Microsoft et un expert du parcours client, des innovations qui viennent semer le parcours client de surprises et d'innovations. Ensuite, j'ai Dan Gomblevich d'Armis. Enchanté, bienvenue avec nous aujourd'hui. Armis, c'est une plateforme de technologie de publicité multilocale. Tu nous en diras plus un petit peu plus tard, mais pareil, je suis ravie de t'avoir avec nous aujourd'hui. Et puis pour finir, on passe à l'enseigne, Grégory Mial. Bonjour Grégory. Responsable marketing de Fnac Darty, cette nouvelle entité qui regroupe les activités de la régie et du trade dans ce grand groupe d'enseignes. Nous y reviendrons un peu. Alors on va parler, comme je vous l'ai dit, du parcours consommateur, du parcours client. Aujourd'hui, on parle de plein de choses, de omnicanal et même de figital. Comment on va lier le physique et le digital, comment on va les mettre de concert pour donner une bonne expérience aux consommateurs. Alors, je vais commencer peut-être par un premier petit tour de table pour vous entendre sur votre expérience, sur ce parcours client. Qu'est-ce que vous voyez comme évolution ces derniers temps sur ce parcours client ? Dan ? Donc, je pense que la réalité qui est devenue évidente de plus en plus pour les retailers click and mortar, c'est que 90% du commerce est toujours réalisé dans ces magasins physiques et qu'ils ont besoin finalement de redevenir porte-parole sur le digital pour finalement attirer du client en magasin. Et dans cette course sur le digital où les magasins doivent donner vraiment un rôle spécifique aux produits, notamment des industriels, comment ces magasins doivent tout de suite finalement parler aux clients sur Internet. Donc je vois depuis 2 ans et demi, les clients Internet aussi ou les retailers Internet qui rachètent des magasins comme on a vu récemment. Donc la course du magasin est maintenant lancée et de plus en plus importante pour tous les retailers. Alors justement, la course des magasins, peut-être Grégory, toi qui viens de Fnac Darty, tu peux nous en parler. Tout à fait. Aujourd'hui, on n'a pas un profil type de consommateur. On a des personnes qui ont pour habitude d'acheter exclusivement sur Internet, d'autres de se rendre en magasin, d'autres qui allient évidemment ces deux canaux. Le principal défi du retailer aujourd'hui, c'est finalement de pouvoir proposer une expérience omnicanale qui soit simple et qui soit fluide et personnalisée. Alors, ça peut paraître basique, ça peut paraître trivial, mais finalement, les choses basiques sont parfois les plus durs à mettre en place. Le magasin physique aujourd'hui n'est pas mort, bien au contraire, le modèle du magasin physique se réinvente. Il suffit de voir, comme en parlait Dan, l'engouement des GAFA aujourd'hui pour nouer des partenariats stratégiques avec des enseignes traditionnelles pour se rendre compte que le magasin physique est au cœur et le prolongement naturel et indispensable de l'expérience d'achat, de l'expérience consommateur. Donc il y a un certain nombre d'innovations utiles. Je parle d'innovation utile parce que le but dans l'absolu, c'est pas de faire de l'innovation pour faire de l'innovation, c'est de proposer des innovations utiles pour faciliter l'expérience client. Le client, il n'a pas forcément vocation ou l'envie d'être face à un vendeur en hologramme. Ce que le client veut, c'est simplement avoir un parcours fluide et sans encombre. Et ça passe par potentiellement des innovations en termes de livraison pour être sans cesse un petit peu plus... on peut peut-être mettre la slide sur le sujet, mais de façon très rapide. En termes de livraison, qu'on soit en magasin, de pouvoir repartir les mains vides et se faire livrer chez soi, de pouvoir commander sur Internet et d'être livré en 2 heures chrono ou de 19h à 21h, parce que, comme vous et moi, on n'a pas forcément la possibilité ni l'envie de poser une demi-journée de congé pour pouvoir recevoir un colis important. L'innovation, elle passe aussi, par exemple, chez soi, en termes de services après-vente. Je vais prendre l'exemple de Darty avec le bouton connecté, le bouton Darty, qui est aujourd'hui accessible, par exemple, sur Google Home, et qui permet d'activer de la visio-assistance
pour guider le client dans l'installation, dans l'utilisation, voire dans la réparation de certains matériels, y compris de matériels qui n'ont pas été achetés chez Darty. Ensuite, il y a tout un lot d'innovations, on va en parler aussi sur le ciblage contextuel, notamment sur Internet, et des innovations que propose Armis avec lesquelles on collabore, voilà, pour mieux cibler aussi le client, quel que soit le canal, quel que soit le moment et quel que soit l'endroit où il est connecté. D'accord. Donc toi, Grégory, quelles sont tes dernières expériences dans le parcours client? Comment Microsoft continue à innover pour enchanter ce parcours? Bon, d'abord, dans une époque où on vit et on est carrément avec un smartphone dans la main, c'est vrai que toutes les études nous montrent que le digital a un rôle primordial dans ce parcours client, mais toutes les études en France et également à l'étranger nous montrent que le magasin est loin d'être mort, comme le disait Grégory. Il y a une opportunité énorme pour réenchanter ce voyage au cœur du shopping. Et c'est ce qu'on essaye de faire au quotidien. Mais je pense qu'on ne va pas assez vite. Je pense qu'on ne va pas assez loin. Je pense que ça fait déjà quelques années maintenant qu'on parle de réenchanter cette expérience en magasin, et que d'une manière générale, pas forcément uniquement dans le secteur d'industrie dans lequel travaille Microsoft, mais je pense qu'on en est encore assez loin. Mais alors, quels sont les freins? Tu dis qu'on ne va pas assez vite. Quels sont les freins et qu'est-ce qui nous permettrait d'aller plus vite? Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de magasins, quand on y va, ça n'a pas changé depuis 50 ans. C'est une succession de produits, d'étiquettes prix, de promos. Tout le monde dit oui, je veux travailler sur l'expérience. Rares sont ceux qui arrivent à vraiment concrétiser quelque chose. Et je pense qu'aujourd'hui, le nerf de la guerre, si on veut vraiment si on veut vraiment transformer son expérience, c'est de partir du consommateur et de regarder est-ce que quand il vient dans mon magasin, est-ce que je lui livre une émotion? Est-ce que je lui fais ressentir une émotion? Le magasin doit être ce catalyseur d'émotions, d'expériences multisensorielles qui fait que mon taux d'adrénaline, de dopamine, il a pris un boost. Parce que sinon, je vais rester chez moi dans mon canapé et je vais... Ok, alors donc finalement, je vais en magasin, pas uniquement pour acheter, mais pour vivre quelque chose, pour vivre une expérience, pour me balader, pour découvrir, pour apprendre. Oui, quand tu parles de frein, c'est vrai que c'est compliqué pour d'une grande chaîne à même un petit magasin de se dire si je bouleverse trop mon modèle et que je ne suis pas axé purement sur de la vente et que je commence à aller sur cette partie expérience, c'est quoi le risque? Il y a un risque, c'est sûr. C'est sûr qu'il y a un risque. Mais je crée de l'attachement. Si je fais ça, si en tant qu'enseigne, en tant que distributeur, j'arrive à créer de l'émotion, je crée de l'attachement, donc je crée de la fidélisation. Donc finalement, on remonte un cercle vertueux pour le consommateur. Exactement. Tu augmentes le temps passé dans le magasin, tu vas augmenter la fréquence d'achat, la fréquence de visite et l'attachement à la marque. Mais c'est vrai qu'au démarrage, il y a un petit risque à prendre, faire des pilotes, tester des choses différentes, mais vraiment différentes. Et puis, il faut investir. C'est toujours aussi le débat. Il y a besoin d'un investissement de la part de l'ensemble des acteurs. Alors là, on a ce triptyque de rêve que je disais. Donc, la technologie, le distributeur et la marque. Je crois que vous avez testé des choses innovantes, tous les trois, ensemble, pour Microsoft, notamment pour la marque Microsoft. Grégory, donne-moi cet exemple que vous avez monté d'opération sur le multilocal avec Armis chez Fnac Darty. Aujourd'hui, le consommateur, il veut de plus en plus de personnalisation. Ça peut toucher les produits, ce qui se passe en magasin, mais aussi la manière de le faire venir en magasin. Et nous, on avait une problématique assez simple. On sortait une série limitée de nos PC Microsoft Surface avec une couleur vraiment uniquement disponible dans 14 magasins Fnac et Darty. Et on avait besoin de le faire savoir à la bonne personne, au bon moment, au bon endroit. Donc quelqu'un qui était plutôt un intentionniste, qui était déjà dans une démarche de se renseigner pour acheter un nouvel ordinateur, pas très loin d'un des points de vente où on pouvait trouver ce produit et en voir une démonstration, et aux horaires qui sont le plus en adéquation avec
chacun des différents individus. Bon, un sacré défi. Un sacré défi. Eh bien, grâce à Armis, on a pu mettre en place une campagne géolocalisée autour de ces 14 magasins. Targeter 14 points de vente, n'importe où en France, j'arrive à les targeter. Exactement. Et Dan va nous en parler, mais ça nous, en termes de résultats, ça nous a permis de toucher les bonnes personnes à proximité des magasins, de les faire venir au bon moment où nous avions des animateurs en magasin pour faire une démonstration. Et sans surprise, plus 22% de ventes dans les magasins qui disposaient de cette campagne de géolocalisation. Donc le suivi des indicateurs clés sont bons, des résultats, et j'imagine un retour sur investissement. Alors il faut que je comprenne, moi, comment ça fonctionne, Dan, cette technologie. Comment on arrive à targeter un magasin? Si je devais... voilà, j'y connais rien, expliquez-moi ça. En fait, aujourd'hui, targeter un magasin, c'est plus l'enjeu. Parce que les plateformes publicitaires telles que Google, Facebook ou les bannières publicitaires via les protocoles qu'on connaît arrivent maintenant à définir des endroits de géolocalisation. Donc ça, la géolocalisation, c'est pas vraiment l'enjeu spécial. Ce qui est compliqué et ce qu'on permet de faire chez Armis, c'est de se dire que ces magasins sont tous différents les uns des autres. Et en effet, les 14 magasins Fnac Darty vont être finalement reflets de leur clientèle locale. Et cette clientèle locale, elle va réagir à des choses différentes selon le CSP, selon différents critères humains, voilà, sociaux. Et donc tous ces critères-là, en aucun cas, nous, on est prédictif dans notre approche. On regarde finalement en temps réel qu'est-ce qui marche le mieux autour de chaque magasin. Donc, qu'est-ce qui marche le mieux? Ça va être en effet le choix des produits, sur quel device ça va mieux marcher. Est-ce qu'il y a un magasin qui va mieux marcher sur mobile? Dans les surfaces qu'on a fait ensemble, quelle couleur de surface va mieux marcher par rapport au magasin? Et ça, en aucun cas, je saurais dire qu'en amont, quelle couleur va mieux marcher. Les heures de la journée selon une clientèle de bureau, etc. Les cibles démographiques, les plateformes. Est-ce qu'il faut que je mette plus l'argent sur Google, sur Facebook, en bannière publicitaire? Et les endroits autour du magasin. Donc finalement, ce qu'on a réalisé avec Armis, c'est finalement l'idéal, ça serait d'avoir un média manager dans chaque magasin Fnac Darty qu'on opère. Et il n'y a pas que 14 magasins avec lesquels on travaille. Donc l'idée finalement a été de confier cette charge à un robot. Donc c'est du machine learning qui va finalement regarder au local sur quoi finalement on va maximiser l'efficacité publicitaire pour Microsoft pour attirer au final plus de gens en magasin. Donc c'est vraiment cette technologie qu'on a créée en plateforme utilisée par Fnac Darty qui permet d'irradier les zones presque dorées des magasins, donc des chalands qui sont autour, et savoir sur quel message intensifier la réaction publicitaire. Donc je travaille sur une zone de chalandise très targetée, très ciblée, très intelligente. L'intérêt pour la Fnac Darty d'utiliser ce genre de moyens aujourd'hui, c'est important ? Tout à fait. Nous, ça valide totalement en fait notre stratégie d'acquisition de trafic en premier lieu, à la fois dans les magasins et online. Et puis finalement, nous on travaille avec un certain nombre de technologies qui vont permettre de cibler de manière contextuelle un certain public, de l'amener en magasin. Encore une fois, le magasin est vraiment au cœur de notre stratégie. Je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais on a un plan d'ouverture de 200 nouveaux magasins d'ici 3 à 5 ans. Sous franchise, je crois. Hein. Vous avez un plan de franchise. Franchise, tout à fait. Qui viennent compléter les 700 magasins dont on dispose déjà en Europe. Donc voilà, il y a tout un lot, encore une fois, d'innovation en ligne pour générer du trafic et fidéliser ensuite, par le biais des animations qu'on peut faire aussi en magasin, mais j'y reviendrai plus tard, notre public et nos clients. Et puis ensuite, il y a aussi le luxe du digital, c'est de pouvoir mesurer l'impact et mesurer l'efficacité de nos actions. On a la chance de pouvoir mesurer le nombre de personnes qu'on a touchées, qui ont été exposées à la publicité grâce à des technologies comme Armis, et de mesurer aussi l'impact sur les ventes, parce que c'est ce que demandent en premier lieu aussi les clients et les marques avec lesquelles on travaille, de pouvoir optimiser l'engagement des clients et par extension les ventes
sur un produit donné. Donc finalement, cet ultra ciblage de la campagne de communication permet de sortir un ROI plus pertinent pour l'ensemble de l'écosystème qui interagit là-dessus. Pour la marque et le retailer. C'est pour ça que Microsoft a tenté l'expérience et va la renouveler probablement et est satisfait de ce genre d'opération aujourd'hui. Exactement. Et c'est vrai que chez nous, tout ce qui nous permet de pouvoir mesurer le ROI de manière la plus concrète possible, avec le plus de fiabilité, c'est un argument supplémentaire pour qu'on puisse trouver des nouveaux investissements marketing. Quand on sait que ça marche une fois, on va le faire bénéficier à d'autres produits du portefeuille. Très bien. Alors justement, mais Dan, ce que je voulais savoir, Armis, c'est pour les marques, c'est pour les distributeurs, c'est pour qui exactement? Je suis sur le salon là aujourd'hui. À qui vous vous adressez? Qui sont vos cibles? On s'adresse pour les deux cibles. En fait, on a bien sûr monté donc une plateforme publicitaire à destination des marques industrielles qui vont vouloir irradier leur moment autour des magasins, donc qui est vraiment traité en collaboration avec les retailers. Et les retailers aussi ont leur moment propre, pas forcément liés directement à un industriel, leurs opérations commerciales globales qu'on traite aussi spécifiquement pour les retailers. Donc il y a vraiment ces deux cibles qu'on a chez Armis. Bien sûr, on est l'outil du retailer avant tout. Nos campagnes sont toujours portées par un magasin physique. Donc c'est toujours le magasin Fnac Darty qui va parler potentiellement avec l'un des produits Microsoft qu'on a joué. Donc notre client premier est de toute façon le retailer. Alors très bien, le retailer, votre client premier, on a parlé des résultats, l'avenir du multilocal. Moi, vous parlez de robots, donc d'algorithmes qui commencent à calculer, à analyser. Est-ce que je vais ajouter de l'intelligence artificielle à ça? Est-ce que demain, je vais recevoir, quand je passe à proximité de mon magasin, une offre sur une surface rose, parce que je suis une fille, ou pour ma fille? Est-ce qu'on va arriver avec une promo parce qu'on sait que je vais être sensible à ce genre de choses? Est-ce qu'on va aller jusqu'à ce niveau de capillarité-là? Je dirais que nous, on a déjà franchi une grosse étape de passer de la communication de masse à la communication de masse semi-personnalisée. C'est finalement déjà ça qui n'existait pas par le digital. La communication de masse, ce qu'on sait, c'est à l'origine, c'était le catalogue papier que finalement les retailers distribuaient de façon un peu de façon énorme dans nos boîtes aux lettres. Et déjà par le digital et par le protocole Armis, on a évolué dans le sens où on va finalement cibler ce qui est le plus logique par rapport au magasin et de façon déjà très, très intensive. L'étape d'après, sur lequel maintenant on travaille avec Fnac Darty, c'est aller plus loin dans le comportemental, en effet, plus loin dans le stock magasin aussi qu'on faisait déjà. Donc en effet, si le produit n'est pas en stock, on ne va pas pousser de publicité pour pas créer finalement l'exemple, le pire qui puisse se passer, c'est d'avoir de la publicité pour un produit, de venir en magasin et que le produit n'y est pas. Et ça, en effet, le digital doit avoir cette réactivité et cette efficacité. Et demain, en effet, parce que vous êtes cliente à la Fnac de cette catégorie et qu'on a vu que l'âge moyen d'achat d'une surface serait de 2-3 ans, donc vous seriez davantage éligible et d'où finalement potentiellement avoir encore des meilleures performances. Après, sur la couleur et sur le rose, on verra jusqu'où on ira. Un jour. Peut-être par mon comportement d'achat, par exemple. Très bien. Alors, on a parlé de ça, mais si on parlait aussi tout à l'heure de l'importance du point de vente. C'est un peu notre débat aujourd'hui, de remettre le point de vente, de le réenchanter. On en parle beaucoup. Il faut des investissements. Il faut que les distributeurs jouent le jeu. La Fnac, c'est déjà 500 points de vente, Fnac Darty, en France. C'est énorme. C'est 500, comme on dit dans le marketing, touch point pour le consommateur. On devient presque un média, je crois, maintenant à la Fnac et Darty. Expliquez-nous ça, Grégory. Alors, déjà, effectivement, c'est une tendance de fond chez les retailers et pas seulement chez Fnac Darty. On dispose d'un écosystème digital, en tout cas online et offline, qui est comparable avec finalement des carrefours d'audience qui sont comparables à celles de grands médias. En magasin, on en parlait tout à l'heure, on génère en 2017 plus de 260 millions de visiteurs sur l'année 2017. Online, on génère en décembre, donc sur la période de Noël, 23,6
millions de visiteurs uniques dédupliqués sur l'ensemble de nos boutiques. Et ce sont des audiences qui, ne serait-ce qu'online, dépassent celles de grands médias traditionnels qu'on connaît, de la presse comme lemonde.fr ou lefigaro.fr. Donc on a une puissance de frappe naturelle qui est dans notre ADN déjà, qui est très importante en termes d'audience. Et puis il y a un paramètre et une data qui est très prisée par les marques avec lesquelles on travaille. C'est évidemment que en tant que retailer, on est le lieu où se matérialise l'achat final. Donc on dispose finalement de données d'intention d'achat et finalement d'un panorama, d'une visibilité sur les habitudes de consommation de nos clients. On dispose de 7 millions d'adhérents, donc on sait mesurer à quelle fréquence ils achètent, sur quelle typologie de produits, quels sont les types de recherches de mots-clés qu'ils vont taper au sein de la boutique ou quelles pages ils vont visiter. Donc finalement, on est vraiment à même de proposer aussi, d'accompagner les marques dans l'atteinte de leurs objectifs de branding pour faire découvrir un produit, d'engagement du client, et puis de la vente évidemment pour optimiser les ventes sur la boutique. Donc après, c'est un vrai changement de culture aussi au sein d'un retailer comme nous. Mais je crois que ce qui est central, c'est d'écouter le client avant tout. Et aujourd'hui, 60% des Français déclarent vouloir faire autre chose qu'acheter en magasin. Donc il faut savoir les écouter et il faut savoir considérer, je vais passer assez vite sur les piliers qu'on peut commercialiser au sein de la régie. Finalement, le point de vente, le magasin n'est plus uniquement un point de vente. Le magasin est un lieu de vie à part entière, c'est un lieu de flânerie. Vous avez l'exemple de Decathlon, de Nike qui ouvrent des showrooms ou des magasins avec des terrains de sport à l'intérieur. De la même manière, notre terrain de jeu, si je peux me permettre, au sein de la Fnac, c'est la culture et le divertissement. Donc ce qu'on va essayer de proposer, on le propose déjà depuis plusieurs années à la Fnac, c'est des showcases. Donc de vos artistes préférés. C'est des dédicaces d'auteurs, des conférences. Ouais, là, on reste dans l'ADN de la Fnac. C'est vraiment ce qu'on connaît toujours. Tout à fait, mais par le biais du divertissement qui dépasse celui de la vente pure. Mais alors, vous allez aller chercher du hors captif, parce que finalement, quand on est un média, c'est d'aller chercher des marques Tout à fait. qui n'ont pas peut-être d'expression dans mon point de vente pour attirer le consommateur, parce que je touche une certaine CSP, etc. Comment vous travaillez ça ? Alors Fnac Darty Media, donc c'est l'entité que je représente qui allie la régie publicitaire et les technologies de merchandising, donc du trade marketing. Donc le trade marketing, c'est les techniques de merchandising pour maximiser les ventes des distributeurs avec lesquels on travaille. Et effectivement, sur la partie régie publicitaire, on a vocation à travailler avec des marques du luxe, de l'automobile. On a lancé une grande campagne avec Visa sur la période de Noël. Finalement, dans l'absolu, on peut travailler avec n'importe quel type de marque pour exploiter cette puissance média et ces audiences. Vous avez quelques illustrations derrière moi de types d'opérations qu'on a pu mener. Je parlais de l'automobile. On a à la Fnac des Ternes exposé avec BMW des derniers modèles, permis de tester ces modèles et de prendre rendez-vous en concession pour tester ces modèles. On a travaillé avec Toyota. On met en place des opérations. Vous avez également, c'est un de nos gros chantiers en ce moment, la DOH, qui est donc tout le parc d'écrans communicants en magasin, qui permettent de communiquer par le biais de la vidéo, par le biais de l'interactivité, dans les zones d'attente, dans les zones de passage, en vitrine et dans les zones de vente évidemment. Et vous avez par exemple Plaza Callao à Madrid. Donc c'est le grand écran qui fait plus de 200 mètres carrés, qui est un écran digital qui permet de diffuser. Donc oui, tout à fait, on a vocation et on développe de plus en plus des collaborations avec des marques qu'on appelle hors captive. Vous avez des exemples d'ateliers avec Café Royal, avec Michel Augustin lors des soirées One, qui sont les soirées VIP de nos plus grands clients. Avec Marshall, alors Marshall c'est un mauvais exemple parce qu'on distribue leurs casques, mais voilà, on a vraiment aujourd'hui... Oui, alors demain, moi j'ai un client hors du high-tech qui vient me voir, qui me dit Sylvie, je veux faire une campagne sur la CSP+, etc. Grégory, je peux venir vous voir, on discute et on trouve peut-être un dispositif original pour mettre en avant leurs produits et leurs technologies dans vos magasins.
Tout à fait, aussi bien sur la marque Fnac, la marque Darty, puisqu'on ne s'adresse pas forcément à la même cible, ce sont vraiment deux marques complémentaires en termes de cible. Sur France Billet aussi, puisqu'on a aussi l'activité billetterie France Billet qui est numéro 1 de la billetterie en France, ou même Mister Goodil. On peut activer vraiment différentes cibles sur nos différentes marques, et à la fois dans l'écosystème digital, en magasin ou phygital, pour vraiment créer la passerelle entre ces deux mondes qui communiquent de plus en plus. Très bien, très intéressant. En tout cas, si on revient un peu Porte de Versailles. Porte de Versailles, le MEDPI, l'écosystème qu'on connaît tous très bien depuis plus de 20 ans aujourd'hui. Grégory, un conseil peut-être, de manière très agnostique, de leur dire à cet écosystème de marques, de distributeurs, tu l'as un peu abordé pendant le début de notre table ronde. Comment on remet le consommateur au centre de notre réflexion? Comment le magasin doit réinvestir sa place? Quel conseil, toi, tu pourrais donner pour un peu conclure cette discussion aujourd'hui? Le premier conseil, sans doute, faire un peu un audit de son parcours client, qu'on soit une enseigne ou un industriel, s'associer avec les bonnes startups. Et une fois qu'on a fait un peu cette analyse, c'est s'assurer que l'émotion dont je parlais en préambule, on la retrouve dans ce parcours client. La surprise aussi. Évidemment, travailler sur cette émotion, sur cette surprise, ça veut dire qu'en amont, on a aussi réglé toutes les frictions possibles de ce parcours d'achat. Le paiement, par exemple. Le paiement, aujourd'hui, on a l'habitude de prendre un taxi et ne plus sortir sa carte bleue en magasin. Si vous n'avez pas travaillé sur l'attente aux caisses, même aux périodes de forte influence, vous n'avez pas enlevé ces frictions. Et c'est la base de tout. Si on veut créer cette notion de plaisir qui va un cran plus loin, il faut déjà avoir réussi à travailler sur les frictions. Retirer les freins finalement, retirer les frictions. Et il y a des technologies qui peuvent amener ça. On parle de vendeurs connectés, tous avec une possibilité de faire du paiement. On voit de plus en plus ça dans les enseignes en France aujourd'hui. Exactement. Même moi, j'étais aux États-Unis il n'y a pas longtemps. J'ai vu des choses hyper intéressantes avec des agents conversationnels dans une oreillette. Les vendeurs en sont équipés. Et ils se transforment en vendeurs augmentés. Et ils vont donner accès à encore plus d'informations. On sait qu'en plus, le consommateur arrive en magasin de plus en plus informé. Il a fait ses recherches online, sur les réseaux sociaux, auprès de ses amis. Et bien là, maintenant, on va avoir un vendeur augmenté avec de l'intelligence artificielle qui va le mettre en contact avec les bonnes personnes au sein du magasin, de l'entreprise, du siège, le niveau de stock. On touche à l'unification entre l'expérience qu'on peut vivre sur le web, où on a toutes ces informations finalement en direct, du stock, de la disponibilité, des couleurs, et puis de l'expérience magasin. Donc j'unifie en tant que consommateur, je suis satisfait de vivre ce genre d'expérience sur le online, et puis je retrouve à peu près la même chose finalement dans le physique. Oui, et le vendeur a un rôle clé. On disait tout à l'heure l'importance et l'avenir encore des magasins et des points de vente, mais quelle que soit l'étude qu'on fait, une des premières raisons pour laquelle on vient encore dans un point de vente, c'est pour parler à ce vendeur, de pouvoir voir le produit et d'avoir un vendeur qui nous en parle. Et donc c'est la relation humaine. Exactement. Et donc, mais pourquoi pas utiliser en effet l'intelligence artificielle pour donner plus de pouvoir, plus de capacité à nos vendeurs. Il y a d'autres technologies. J'ai vu une start-up Fluorescence qui utilise les caméras de sécurité qui existent déjà dans les magasins, donc pas de surcoût additionnel, et ensuite va être capable de donner à des vendeurs des informations en temps réel sur quels sont les prospects les plus chauds dans le rayon actuellement, où sont-ils, y a-t-il des personnes qui sont déjà venues plusieurs fois voir le même produit, tout ça de manière totalement anonyme, mais qui vont aider le vendeur à mieux accompagner le consommateur final. Bon, c'est assez extraordinaire, c'est vraiment l'avenir. Ça fait presque parfois peur, mais il faut savoir gérer. On en parlait tout à l'heure. Et puis alors demain, tu me fais une belle introduction. On en parlera. Intelligence artificielle, robot et le vendeur en magasin. Quelle est sa place? Comment on lui redonne le pouvoir aussi? Comment on le forme? C'est important, je pense. On va finir un peu par vous aussi. Le conseil que vous pourriez donner à cet écosystème, on va commencer par Grégory, quelque chose de global que vous pouvez conseiller peut-être aux marques avec lesquelles vous travaillez aujourd'hui.
Je crois que Grégory a assez bien résumé. Finalement, je pense que encore une fois, il faut continuer à capitaliser sur l'humain, parce que ça reste central et on a tous besoin d'un conseil personnalisé et rien de tel qu'un humain pour le faire. Mais aujourd'hui, effectivement, on parlait d'intelligence artificielle, il y a des vrais relais de l'innovation qui sont complémentaires dans l'expérience client et complémentaires et au service des vendeurs comme du client pour compléter cette expérience. Je crois que finalement, il faut toujours garder en tête partir du client et de ses attentes à soi et de son environnement et rayer tous les irritants en fait, du parcours. Alors, il n'y a pas d'approche uniforme. Chaque problématique et chaque objectif du client amène un nouveau cas et un nouveau dispositif. Mais voilà, je pense qu'il faut vraiment garder en tête voilà, cette fluidité, cette simplicité, garder toujours cette simplicité. La technologie, c'est un relais naturel, mais il faut que les vendeurs se l'approprient. Il faut qu'on ait un système d'information qui soit bien câblé pour pouvoir traiter, collecter, stocker et traiter donc les données que l'on reçoit de la part des clients pour mieux personnaliser notre réponse. Et ça peut paraître évident, mais voilà, on travaille encore dessus et je crois que voilà, on commence à incarner cette promesse vraiment au sein de Fnac Darty et au sein des retailers en général. Ouais. Donc on revient un peu à mon introduction sur le digital, c'est vraiment de mettre les choses de pair pour qu'elles se coordonnent bien et qu'elles adressent le consommateur dans une belle musique. Alors Dan, moi je veux faire ma première campagne demain, je fais quoi? Je fais comment je vous contacte? Parce que je trouve ça quand même très pertinent de pouvoir s'adapter, être sur le multilocal, faire du ciblage. Alors tout dépend si vous êtes industriel ou retailer. Si vous êtes quoi qu'il arrive, vous pouvez nous contacter. On vous met en relation aussi avec les personnes dans les retailers. On a un stand ici sur le MEDPI, mais sinon vous trouverez notre contact sur notre site internet www.armis.tech. Les campagnes sont très réactives. Pour revenir un petit peu sur le conseil que vous évoquiez, nous on a vocation à se définir comme un réflexe anti-Amazon. On est persuadé finalement que les magasins ont vraiment vocation à se battre de plus en plus fort pour éviter finalement un peu un réflexe de base qu'on a à choisir le premier produit où il y a des étoiles et se faire livrer chez soi. Et je pense que dans la course à l'innovation aujourd'hui, de la découverte de produits, le magasin restera le lieu où on va découvrir. Alors c'est sûr qu'il y a un modèle économique compliqué qu'il faut inventer par rapport aux vendeurs qui doivent évoluer avec toujours plus de coûts. Mais bien sûr, ces choses évoluent très fortement. Et pour développer les gammes de produits qu'on voit chez Fnac Darty et qui a vocation encore à s'améliorer, il n'y aura que le magasin qui sera ce lieu finalement de recommandation. Sauf que ce magasin, il doit parler sur Internet et il doit finalement maintenant être en compétition avec ceux qui maîtrisent le mieux Internet, qui sont les pure players. Donc c'est ce réflexe anti-Amazon qu'on espère donner de plus en plus à la fois aux retailers et aux marques industrielles. Très bien, merci. Voilà, cette table ronde est terminée. Je vous remercie vraiment tous les trois de nous avoir éclairés sur ces innovations au cours du parcours client. Merci encore et merci à toute notre audience. Merci.